Plateau des journées européennes et digitales de la mobilité. On est très content de vous retrouver pour cette dernière session de cette première demi-journée du 17 juin. Et cette thématique aujourd'hui, c'est la transition énergétique, l'hydrogène, les piles à combustible, le gaz. Et avec nous sur le plateau, bien sûr, Yves Guita, le patron de rédaction de Agora News Mobility. Gilles Aon, qui est avec nous en visio, qui est le directeur projet d'Engie Cofeli. Sébastien Jean, qui est Head of Electric and Hydrogen Mobility de Michelin. Et enfin, Gilles Durand, qui est secrétaire général de l'Association française Gaz Naturel Véhicules, AFGNV, pardon. Bah justement, Gilles Durand, peut-être, est-ce que vous pouvez nous présenter l'Association française du GNV ? Oui, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité pour parler du gaz naturel à usage carburant. Donc la FGNV, Association française du gaz naturel pour véhicules, a été créée en 1994 par les pouvoirs publics et à l'époque Gaz de France, avec l'idée de promouvoir l'usage carburant du gaz naturel. Voilà, nous avons aujourd'hui 115 membres, des énergéticiens, une vingtaine d'énergéticiens, dont des pétrogaziers comme Total, des pétroliers comme Avia, des gaziers comme Engie, Air Liquide, Gaz Naturel Fenosa, etc. Enfin, voilà, donc des gaziers, une vingtaine de gaziers, des constructeurs de véhicules, beaucoup de constructeurs de véhicules lourds, bus, cars, camions, de constructeurs de véhicules légers, Fiat et Seat, toute l'industrie qui tourne autour du gaz et des équipements, des véhicules pour le gaz et des équipements pour les stations-service. D'accord. Des collectivités locales comme la ville de Paris ou l'île Métropole, des fédérations professionnelles, transport, voyageurs, routiers également, des syndicats d'énergie, enfin voilà, tout ça, ça fait un microcosme de 115 membres qui travaillent en faveur du gaz naturel pour l'usage carburant. D'accord, et une association donc qui existe depuis 26 ans. Exactement. Donc super. Sébastien Jean, donc de Michelin, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc je suis Head of Electric and Hydrogen Mobility dans une initiative Michelin qui s'appelle Michelin Green Mobility. On a pour vocation à aider les professionnels de la mobilité à réussir la transition énergétique de leur flotte automobile. Voilà, et en levant tous les pain points qu'on peut trouver effectivement dans cette transition qui n'est pas toujours simple pour les professionnels. Bah super, et on remercie Michelin de nous accompagner une nouvelle fois sur le gala des responsables flotte automobile, transformé en journée digitale, hein, on sait pourquoi, mais un grand merci à Michelin. Yves, c'est à vous, Yves Guita, d'être maître de cérémonie sur cette émission. Alors, on va d'abord, avant de parler du gaz, je suis désolé Gilles, on va parler un petit peu d'hydrogène, parce que le gaz est quand même quelque chose d'un peu plus ancien. L'hydrogène dans les véhicules, c'est un peu plus récent. Continue, vas-y. Et donc, l'hydrogène, l'hydrogène, est-ce qu'on peut dire à quoi ça sert ? On sait que c'est quelque chose de ce qu'il y a de plus présent dans l'univers. Le soleil, c'est de l'hydrogène qui brûle. Alors, a priori, c'est incolore, c'est inodore, c'est ce qu'il y a de plus léger. Je le disais, c'est très abondant sur Terre. Ça rentre dans la composition de l'eau et des hydrocarbures. On en trouve dans toutes les molécules. Et ça peut même permettre le stockage, a priori, de l'électricité. Exactement. Donc, ce fabuleux produit qui pourrait résoudre plein de problèmes, comment on le produit et pourquoi faire ? Alors, effectivement, aujourd'hui, vous avez raison, l'hydrogène, c'est la molécule qui est la plus présente dans l'univers. On en trouve des stocks considérables sur Terre, puisque l'hydrogène est contenu dans l'eau, que ce soit de l'eau douce ou effectivement l'eau de mer. Aujourd'hui, l'industrie française consomme à peu près 10 millions de tonnes d'hydrogène par an, donc c'est un gaz effectivement qui est très connu, mais qui aujourd'hui est ce qu'on appelle un gaz gris, c'est-à-dire qu'il est issu principalement, de la méthanisation et de la fracturation des hydrocarbures, donc c'est pas un gaz propre. Dans le cadre effectivement du développement de la mobilité autour de l'hydrogène, il y a aux alentours de 95%. Exactement, vous avez tout à fait raison. Donc dans ce cadre-là, la mobilité hydrogène va, elle, s'appuyer sur de l'hydrogène qu'on va qualifier de vert ou de décarboné, qui lui va être effectivement produit à partir d'électricité décarbonée, donc de tout ce qui va concerner les énergies non renouvelables, par un système qui est très simple. Je vais faire un petit cours de chimie de 5e. Vous prenez de l'électricité, de câbles, vous les mettez dans un verre d'eau, vous allez voir ça va faire des bulles. D'un côté, vous allez fracturer. De eau. Exactement. Et vous allez pouvoir effectivement récupérer
récupérer dans ce cadre-là l'hydrogène et que vous allez pouvoir stocker, effectivement, vous allez donc stocker de l'électricité sous forme de gaz. Et quand vous allez avoir besoin de récupérer cette électricité, en l'occurrence par exemple dans un véhicule, vous allez faire le phénomène inverse. Vous allez mélanger de l'hydrogène avec de l'air ambiant. Vous allez obtenir 3 choses: de l'électricité pour faire avancer la voiture, vous allez refaire de l'eau et vous allez obtenir de la chaleur. Alors, même question pour Gilles Durand. On connaît le GNV, le GNC, le GNL, le biogaz. Vous pouvez un petit peu nous éclairer là-dessus? Ok, alors je vais Pas déjà, au gaz, mais je vais déjà parler du gaz naturel. Donc, le gaz naturel aussi contient de l'hydrogène, puisqu'on a un atome de carbone pour 4 atomes d'hydrogène dans la molécule CH4 de méthane. Le méthane a été isolé en 1776 par Alessandro Volta, le même qui a créé la pile électrique en 1800. Donc, vous voyez, il y a déjà une première convergence entre l'électricité et le gaz à ce niveau-là, dans l'histoire en tout cas. Le méthane, donc, il peut être d'origine fossile ou renouvelable. Fossile, on l'extrait de champs gaziers. Renouvelable, en fait, on l'obtient par méthanisation des déchets fermentescibles, les déchets d'agriculture, de l'agroalimentaire, déchets ménagers ou également des bouts de stations d'épuration. Donc, cette version renouvelable du méthane, en fait, elle est très vertueuse puisqu'on recycle et on valorise des déchets. Et puis, donc, le GNV, c'est ce gaz naturel, fossile ou renouvelable, qui est utilisé comme carburant avec 2 formes. Une forme comprimée, le gaz naturel comprimé, GNC, ou le gaz naturel liquéfié, GNL. Voilà. Alors, on continue avec Gilles. Peut-être, c'est pour les véhicules, c'est destiné plutôt à qui? À quel véhicule? Bon, Alors, on a dit tout à l'heure qu'il y avait 2 constructeurs de voitures, mais c'est plutôt a priori sur des véhicules lourds qu'on trouve le gaz, ou je dis alors en fait, la première voiture au GNV a été fabriquée par Fiat en 1939, la 508C, vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. Puis ensuite, il y a eu effectivement tout le développement des usages pétroliers, diesel et essence, qui a en fait un peu fermé la porte au développement du gaz naturel à usage véhicule. Tout comme pour le véhicule électrique d'ailleurs, puisque les premiers véhicules roulaient beaucoup à électricité. Tout à fait. Et après, donc la fameuse jamais contente qui a dépassé les 100 km/h. Et ensuite, le pétrole étant ce qu'il était, Voilà, peu très, cher, très facile à stocker, très énergétique, etc. Donc il s'est développé de manière très importante. Donc on le trouve où ce gaz? Dans quel type de véhicule? Alors, on a les 2 formes, le GNC et le GNL. Sous la forme GNC, gaz naturel comprimé, là on le trouve sur des véhicules légers et des véhicules lourds, avec une autonomie qui est à peu près de 500 km en moyenne. Et puis sur le GNL, la version liquéfiée, on le trouve que sur les véhicules lourds, et là avec une autonomie de 1500 km. Pas de difficulté de stockage, de transport. On trouve des pompes partout. C'est quoi le maillage du territoire Alors, à ce jour, il existe 144 stations-service qui distribuent du GNL et du GNC. Donc, nous en avons en fait 110 qui distribuent du GNC, 34 qui distribuent du GNL. Et on a à peu près la création d'une station-service par semaine sur le territoire français, soit en GNL, soit en GNC. Mais sur le secteur public ou dans des collectivités ou dans des flottes captives? Alors là, je parle des stations publiques. Puisqu'il existe des stations privées. C'est très très rapide parce qu'en fait, on voit qu'il y a un usage très fort qui se développe notamment sur le poids lourd. Depuis 2014, en fait, l'augmentation du nombre de poids lourds est de 20% par an. Et cette année, en 2019, il a été de 26%. Donc on voit un développement très fort sur le transport de marchandises. Sur les bus aussi, ça repart très fort. La SNCF, la RATP, prévoit de développer 1600 bus au GNV d'ici 2025. Donc c'est vraiment un développement très rapide. Et on voit un nouveau marché qui pointe le jour, c'est le développement des autocars pour le transport de voyageurs par autocar interurbain ou à travers international. Et ça, c'est un vrai marché aussi qui se développe et qui utilise les mêmes stations-service que pour les poids lourds. Voilà. Et ce qu'on peut dire, en fait, c'est que ce développement, aujourd'hui, on le voit apparaître parce qu'il y a de plus en plus d'exigences de transport propre dans les collectivités ou chez les chargeurs, comme Michelin est un chargeur qui utilise d'ailleurs des véhicules au gaz pour ses transports de marchandises. Il utilise des transporteurs, en fait, qui ont des véhicules au gaz. Et on s'aperçoit, en fait, qu'aujourd'hui, le développement du gaz naturel réside dans le coût de possession des véhicules qui est à peu près identique, voire inférieur à celui du diesel. Voilà. On en trouve aussi dans les chariots élévateurs, je crois. Alors oui, on les trouve en chariots élévateurs avec des petites stations privatives. Ça commence à se développer effectivement pour remplacer les chariots élévateurs à énergie diesel qui sont très polluants en fait puisque c'était des moteurs Euro 2 ou 3 alors que le gaz naturel... Alors le gaz naturel, lui, j'interviens sur la partie environnementale où on peut le voir après si vous voulez. Mais l'intérêt du GNV, c'est qu'il y a très peu de particules qui sont émises.
comme les diesels Euro 6 d'ailleurs aujourd'hui avec les filtres à particules, sauf qu'avec le gaz, on n'émet pas ces particules, donc il n'y a pas besoin de les piéger par des filtres. Alors, question votre honneur, est-ce que vous avez par contre des NOx? Alors on a 2 fois moins de NOx que dans les véhicules diesel. Les oxydes d'azote, pardon, pour Voilà, pour les nos oxydes auditeurs. d'azote, donc on a 2 fois moins. Mais le gros intérêt du gaz naturel, en fait, c'est dans sa version renouvelable, dont je parlais tout à l'heure, la méthanisation, puisque là, lorsqu'on prend un véhicule GNV qui fonctionne avec du biométhane, eh bien, l'empreinte carbone de ce véhicule est identique à une empreinte carbone d'un véhicule électrique roulant avec une électricité peu carbonée, comme c'est le cas en France. D'accord. Si je dis, il y a un petit peu des poncifs actuellement, hein. On essaye d'établir les règles, donc notamment donc on a vu pour le gaz, hein, la différence entre pour les véhicules lourds et les véhicules légers. Sur l'hydrogène, on dit en gros pour les petits véhicules qui ne roulent pas de manière intensive, c'est plutôt l'électrique, l'avenir. En revanche, pour tout ce qui est soit véhicules qui tournent de manière intensive comme des taxis ou tout ce qui est lourd, c'est-à-dire, alors là on peut tout imaginer, les camions, les trains, etc. On parle même que le premier avion vert sera un avion à hydrogène. Est-ce que je dis une bêtise? Est-ce que c'est une règle, ce sont des généralités ou c'est plus compliqué que ça? Non, en fait, la vision qu'on a, nous, dans le groupe Michelin, c'est aujourd'hui d'avoir plutôt des énergies qui correspondent à des cas d'usage, plutôt qu'à des localisations. Je m'explique. Effectivement, sur un usage urbain, vous allez extrêmement peu rouler, vous avez un usage très peu intensif de vos véhicules. Les véhicules à batterie, effectivement, ont tout leur sens. Dès que vous allez avoir des usages mixtes, même sur des véhicules utilitaires légers, par exemple, mais avec des besoins d'autonomie ou d'avoir des besoins de transport avec des charges lourdes, dans ce cadre-là, l'hydrogène aura tout son sens. Et effectivement, à terme, d'ici, je pense, là, les tests sont menés, mais d'ici 2023, on aura effectivement les premiers camions qui vont arriver. Vous aurez effectivement les premiers poids lourds qui vont arriver et qui vont permettre de décarboner, parce que vous savez que l'Union européenne a des grandes ambitions sur la décarbonation du transport routier, avec une forte pression qui est mise sur effectivement les constructeurs poids lourds. Et dans ce cadre-là, effectivement, l'hydrogène a tout son sens. Et je reviens sur quelque chose que vous avez dit au début, parce que c'est extrêmement important. On oppose souvent effectivement hydrogène et électrique, alors que les véhicules hydrogène sont des véhicules électriques. Électriques, voilà, alimentés. Exactement. C'est uniquement une question de charge à l'intérieur. C'est vous avez 2 types de véhicules électriques. Vous avez des véhicules électriques à batterie et vous avez des véhicules électriques hydrogène. Alors justement, quand on s'appelle Michelin, on est toujours en train de faire de la recherche, etc. Pourquoi on crée un département hydrogène et pourquoi faire? Oui. Alors ça fait des années que le groupe, de façon industrielle ou sur son action auprès des pouvoirs publics, s'est engagé dans cette aventure de l'hydrogène. Pourquoi? Parce que le groupe est fermement convaincu que c'est une des énergies de l'avenir. On en parlait tout à l'heure, sur tout ce qui va concerner la mobilité. Et dans ce cadre-là, évidemment, ça concerne au premier chef le groupe Michelin. Donc par rapport à ça, concrètement, il y a eu différentes choses qui ont été faites dans le groupe. On avait créé des premières piles dans une société en Suisse. Ce qui a vraiment marqué, un des marqueurs importants, ça a été effectivement la prise de participation dans l'entreprise Symbio, donc une grenobloise française qui fabrique des systèmes hydrogène et qui a conduit à une genre des prolongateurs d'autonomie pour les Kangoo électriques. Alors aujourd'hui, effectivement, on travaille avec le constructeur Renault pour faire des prolongateurs d'autonomie effectivement sur le Kangoo et demain sur le Master. Mais ce qui est important, c'est que aujourd'hui, cette entreprise est constituée en fait de 2 géants français qui sont Michelin et Faurecia qui ont investi à part égale au sein de cette. Alors Faurecia étant un gros équipementier. Un gros équipementier, exactement. Avec sur le groupe Symbio des ambitions extrêmement fortes de Michelin qui correspondent à la vision qu'on a du marché hydrogène à l'horizon 2030, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est sur la production de quelques centaines d'unités par an, et d'ici 10 ans, on devrait arriver à une production annuelle à peu près de 200 000 systèmes hydrogène, donc effectivement prolongateurs d'autonomie, mais pas que, parce que ce sera des systèmes complets qui pourront fournir toute une gamme de puissance, j'allais dire, sur des véhicules légers et jusqu'effectivement au poids lourd. Donc Michelin, votre département va construire sa propre pile à combustible? Alors Michelin, via Symbio, construit déjà ses propres piles à combustible, puisqu'elles sont déjà effectivement installées dans les véhicules Renault qui vont arriver. Alors le Kangoo arrive au second semestre de cette année dans les concessions. Le Master arrivera lui certainement à l'été de l'année prochaine. Donc c'est déjà quelque chose d'extrêmement concret. Et puis après il y a effectivement d'autres projets qui sont en cours avec d'autres constructeurs. Alors a priori, il y a juste 30 secondes de technique. Il y a 2 écoles sur les piles à combustible. Il y a la petite pile avec une batterie intermédiaire
Et puis il y a la grosse pile à combustible qui attaque directement le moteur électrique. Oui, exactement. Et avec juste une batterie qui sert qui se recharge à la décélération et qui sert de boost quand c'est nécessaire. Exactement. Alors il y a l'école japonaise et il y a l'école française. Non, les deux systèmes ont leur sens aujourd'hui en prenant compte des réalités économiques françaises. Si on prend par exemple le coût de l'hydrogène au kilo, parce que pour vous donner un ordre d'idée, on dit qu'avec 1 kilo d'hydrogène, on fait à peu près 100 km. Exactement. On tourne en France entre 10 et 12 euros hors taxe aujourd'hui du kilo d'hydrogène, ce qui place, si vous êtes sur un véhicule qui ne fonctionne qu'avec des piles d'hydrogène, sur un coût qui est à peu près équivalent à celui du diesel aux 100 km. Donc le choix par exemple qu'a fait le constructeur Renault, dans un premier temps, d'avoir un système mix entre une batterie que vous allez recharger, donc avec une énergie peu chère, puisque c'est de l'électricité du réseau, et un mixte, H2, qui va vous amener cette autonomie supplémentaire, à tout son sens, parce que là, on va tourner à peu près à 4 euros, 4,50 € au 100 km, donc on devient beaucoup plus intéressant que le diesel. Ces véhicules, je dirais, à forte puissance, dont vous parlez sur des grosses piles, aura un sens économique pour les entreprises à partir du moment où on va être en capacité de produire un hydrogène vert moins cher via les électrolyseurs qui sont développés en l'occurrence par Engie et puis par d'autres gaziers français. Et à ce moment-là, effectivement, on aura un coût réduit pour ces véhicules-là et ça deviendra beaucoup plus intéressant par rapport aux véhicules thermiques. Alors on a parlé du réseau de distribution du gaz en France. L'hydrogène, on est un peu sec, si je puis dire, sur le sujet. En France, donc on sait que si on fait une station qui fait de l'électrolyse, c'est-à-dire qui produit l'hydrogène, qui la stocke et qui la distribue, on est à peu près à 4 millions d'euros. Puis après, on a des stations qui ne font que le stockage et la distribution, qui sont moins chères, mais on a combien de stations en France? Alors, aujourd'hui, effectivement, vous avez peu de stations, il y a moins de 50 stations, effectivement, sur le territoire français, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une vision en deux temps. Aujourd'hui, vous avez des projets qui sont menés au niveau des régions, qui est le bon maillage, je dirais, pour commencer à ça, et je pense en particulier à un projet qui a été soutenu en l'occurrence entre autres par le groupe Michelin qui s'appelle Zero Emission Valley sur la région Aura, qui est un consortium intelligent, je dirais, entre l'Europe, la région, Engie, justement la Banque des Territoires, le Crédit Agricole, enfin voilà, un certain nombre d'acteurs. C'est parti d'un action. Je crois que l'Occitanie est très en pointe sur l'Occitanie aussi, vous avez EasyMob en Normandie, enfin voilà, chaque région fait ça. Ce qui est intéressant, parce que c'est un cas d'école un peu Zero Emission Valley, c'est parti du constat de se dire à un moment donné, 80% des sociétés qui travaillent sur l'hydrogène en France sont concentrées en Aura. Et à un moment, ces sociétés finissaient par partir à l'étranger. Donc à un moment, la région a été voir les entrepreneurs en disant, mais comment est-ce que nous, on peut faire pour que vous restiez sur ce territoire et participer à cette décarbonation des flottes. Donc de là est né effectivement ce projet Zero Emission Valley qui était de dire, on avait un peu la problématique de l'œuf et la poule. C'est-à-dire que quand vous allez voir les constructeurs automobiles à l'époque en leur disant bonjour, j'ai un système hydrogène, ils vont dire c'est super votre système mais il n'y a pas de station. Et quand vous allez voir les gens qui pouvaient construire des stations, ils vous disaient c'est très bien votre système mais il n'y a pas de voiture. Donc voilà, ce projet Zero Emission Valley devait résoudre cette équation en mettant en place une vingtaine de stations et en finançant à peu près 1200 véhicules pour commencer à lancer cet écosystème. Et ça, c'est 20 stations qui sortent de terre d'ici 2 ans. Vous avez 9 stations qui ont été lancées en Normandie, je parlais du projet EasyMob. Vous avez un projet qui s'appelle Last Mile, qui est porté par Engie, qui va permettre d'installer des stations sur la région parisienne à partir de l'année prochaine. Donc voilà, on a des fortes ambitions. Pour vous donner un ordre d'idée, on vise d'ici 2030, c'est extrêmement rapide, entre 400 et 800 stations en France pour pouvoir opérer à peu près environ 50 000 véhicules utilitaires et véhicules légers et à peu près 5000 poids lourds d'ici là. C'est les ambitions de la filière. Alors au niveau des véhicules, on a... en France, on vend nos trains à hydrogène. Alstom vend ses trains à hydrogène en Allemagne. D'ailleurs, la SNCF n'en achète pas. C'est très étonnant. Ça viendra. Et en revanche, les constructeurs, on voit qu'ils sont essentiellement soit coréens, soit japonais. Et le Japon a vraiment pris, lui, le parti de l'hydrogène. Je crois qu'il prévoit 40 000 véhicules qui rouleront à l'hydrogène, alors qu'en France, on n'a pas beaucoup à part à acheter un véhicule japonais ou coréen. Alors, vous avez en partie l'offre constructeur. Tout à fait. L'offre va s'étoffer. Aujourd'hui, effectivement, les constructeurs ont besoin d'avoir un réseau qui soit conséquent en termes de stations pour pouvoir investir dans ces véhicules, en particulier sur les véhicules de tourisme. Donc le choix et la vision que porte le groupe Michelin, en l'occurrence via Symbio, c'est de dire qu'aujourd'hui, ce qui est le plus pertinent pour développer cet écosystème viable, c'est de partir sur des flottes de véhicules utilitaires. Pourquoi ? Parce que ce sont des véhicules qui peuvent fonctionner autour de clusters. C'est-à-dire qu'avec une station, vous avez des véhicules qui sont captifs autour, et ça peut fonctionner comme ça. Et ce système-là, d'où le choix effectivement du constructeur Renault de partir tout de suite vers des véhicules utilitaires,
va permettre comme ça de mailler, j'irai selon les besoins. Et en l'occurrence, principalement aujourd'hui, vous avez la mise en place des zones zéro à faible émission qui sont mises en place autour des grandes métropoles, qui posent quand même un certain nombre de problématiques aux professionnels aujourd'hui, parce que je sais, parce que moi je les accompagne là-dessus, sur effectivement le fait que les véhicules à batterie, on en parlait tout à l'heure, ne couvrent pas l'ensemble des besoins. Donc il y a un vrai besoin, je dirais, urgent de mise en place de ces véhicules utilitaires légers hydrogène, et avec la mise en place de ces stations. Et une fois que ce maillage, je dirais, utilitaire sera mis en place, on pourra derrière commencer à envisager effectivement ces fameux véhicules de tourisme qui vont arriver. Mais il y a des projets chez différents constructeurs. Vous avez vu BMW qui a communiqué sur la partie hydrogène. Voilà, tout le monde arrive dessus. C'est effectivement, on a toutes les chances. Nous, on est convaincus chez Michelin. Aujourd'hui, effectivement, il y a un peu un challenge, un combat qui va commencer entre la Chine, nous, l'Europe et les Nord-Américains. En Europe, et pour une fois c'est bien, c'est que l'ensemble de l'Union européenne est convaincu que l'hydrogène, c'est l'énergie d'avenir, donc on est tous d'accord là-dessus. L'Allemagne vient mettre un plan de 9 milliards d'euros pour soutenir cette filière-là. Oui, sauf que Mercedes vient dans le même temps, à 15 jours ou 3 semaines d'intervalle, d'annoncer qu'il arrête le développement de l'hydrogène pour les voitures particulières. Oui, alors en fait, pour être précis, il a arrêté effectivement le développement de certaines piles. Par contre, vous avez vu que Daimler vient de passer un accord, une joint venture avec Volvo Trucks pour 1,5 milliard d'euros pour les camions. Donc en fait, voilà, c'est juste effectivement des questions d'engagement et de R&D. Mais aujourd'hui, en Europe, on a la filière, on peut devenir, je dirais, les leaders mondiaux, vraiment, on est persuadé de ça, sur l'hydrogène. Pourquoi ? On a les meilleures écoles d'ingénieurs, on a des grands énergéticiens avec Air Liquide, Engie, etc. Vous avez des grands constructeurs européens, les constructeurs français, les constructeurs allemands. Voilà. Et on a un marché intérieur qui est le plus grand marché du monde. Donc il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à être leader sur ce marché. Et en faisant en France de l'électrogène vert, entre guillemets, pas comme les Allemands qui vont aller construire qui vont faire des immenses fermes photovoltaïques au Maroc. Oui, non, effectivement, on a cette capacité aussi, effectivement, c'est ce qu'à un moment chez Symbio, on avait une boutade qui disait que l'hydrogène, c'était le pétrole de chez nous. C'est-à-dire que c'est quelque chose aussi, on parle aussi d'indépendance énergétique, etc. C'est quelque chose qu'on peut produire assez facilement en interne. On a de l'eau ici, on a beaucoup d'électricité décarbonée, en particulier en France, grâce aux ENR, aussi grâce au nucléaire, même si effectivement c'est moins dans l'air du temps. Donc on a toute cette capacité pour produire massivement cet hydrogène via l'électrolyse. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on doit encore améliorer, bien évidemment. On est au début, je dirais, de l'aventure de l'hydrogène, c'est ça qui est passionnant. Mais on a cette capacité de pouvoir aussi récupérer cette autonomie énergétique et demain de pouvoir servir sur le territoire français, et les régions là-dessus l'ont bien compris, de pouvoir d'autoproduire sa propre hydrogène en fait. Alors on a parlé d'énergie, on a parlé de réseau, de distribution. Et on va redonner la parole à Gilles. La sécurité du gaz et de l'hydrogène, est-ce que ça fait encore peur et est-ce que à tort ou à raison Sur le gaz, il y a une réglementation internationale qui s'appelle la réglementation R110. Mais les réglementations n'empêchent pas les accidents. Non. Mais ça permet de maîtriser en fait les risques. Et les risques sont maîtrisés. Dans le monde, il y a 26 millions de véhicules qui roulent au gaz naturel. Il n'y avait jamais eu d'incident majeur. Donc il n'y a pas de risque particulier. Depuis 2014, on utilise le gaz naturel liquéfié comme carburant, puisque c'est une partie de l'approvisionnement de la France qui se fait sous cette forme-là par des bateaux méthaniers qui amènent le gaz sous forme liquide. Alors juste une parenthèse, j'ai une vieille remarque sur le fait que les véhicules au GPL étaient à l'époque interdits dans les parkings de la Défense. Déjà, c'était du GPL, c'était pas du gaz naturel. C'est pas du tout la même problématique. C'est un gaz en fait qui est très lourd, donc qui se met en flaque et qui peut exploser. Le gaz naturel est très volatile, donc il part en l'air. Donc il y a très peu de risque d'explosion. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu d'accident majeur. Et puis c'est très bien géré par des réglementations ICPE. Enfin, c'est vraiment sous maîtrise, quoi. Mais ils ont gardé cette réglementation pour la défense ou on a oublié et puis c'est resté comme ça ou... Je ne voudrais pas parler à la place du GPL, mais je crois avoir compris une fois en discutant avec les gens de cette filière-là que c'est l'administration qui avait imposé de ne pas mettre de valve de sécurité, de soupape de sécurité sous le réservoir. C'est ce qui a créé en fait l'explosion. Et depuis, il y a des vannes de sécurité qui font que le réservoir peut plus exploser. Voilà. Mais encore une fois, c'est du GPL, c'est pas du gaz, pas du gaz naturel. Alors je vous relance sur le gaz alors. donc il n'y a pas de problème de sécurité particulier. On a, donc je disais tout à l'heure, 34 stations GNL qui fonctionnent. On a 110 stations GNC. On va créer plus de 60 stations dans les 12 mois qui viennent. On n'a jamais eu de problème particulier. Et puis c'est quand même une énergie qui est utilisée au niveau mondial, que ce soit comme combustible ou comme carburant. Donc c'est une énergie connue depuis 1776. Je le rappelle tout à l'heure avec Alessandro Volta, qui a isolé donc le méthane. Mais je voulais faire une remarque sur
les similitudes entre le gaz naturel et l'hydrogène. D'abord, c'est deux gaz, voilà. Mais surtout, en fait, si on ne regarde que l'aspect mobilité, on se trompe. Par exemple, sur l'hydrogène, l'intérêt de l'hydrogène, c'est de pouvoir stocker de l'énergie électrique renouvelable. Quand on n'a pas besoin de l'utiliser, on va la stocker sous forme d'électrolyse, donc produit d'hydrogène. Et pour le gaz naturel, la partie renouvelable se fait par la valorisation des déchets. Et donc on a une problématique qui est beaucoup plus large. On a des dynamiques territoriales. Donc l'hydrogène, effectivement, toutes les régions s'en saisissent. Elles se saisissent également de la production de biométhane. Chaque région veut devenir la première région productrice de biométhane en France. Oui, ce sont les fameuses grosses unités de méthanisation qui sont dans les régions agricoles. Alors, ce n'est pas forcément des grosses unités, en fait. Par contre, ce sont souvent des agriculteurs qui se réunissent à plusieurs pour créer des unités de méthanisation. Ça se fait en partenariat avec les collectivités locales. Et toutes les usines de traitement des eaux, en fait, quand il y a des bouts de stations d'épuration, eh bien, elles peuvent être méthanisées également. Donc, on a des dynamiques territoriales très fortes qui se mettent en place, qui permettent de valoriser des déchets, de les traiter, donc de les valoriser, de créer des engrais propres. Oui, avec de l'azote. Avec de l'azote à la place des engrais chimiques. Donc c'est une valorisation aussi de l'agriculture. Et puis ça permet également de créer de l'énergie localement. Voilà. Et cette énergie, en plus, elle est renouvelable, comme je disais tout à l'heure. En fait, nous, ce que l'on vise à terme, c'est 100% de biométhane dans les réseaux, 100% de biométhane dans les véhicules. Et à ce moment-là, on a une empreinte carbone qui est identique à l'empreinte carbone donc des véhicules hydrogène avec de l'hydrogène propre et les véhicules électriques, batteries, avec de l'électricité produite de façon propre. Alors 100%, c'est quand ? Alors déjà, vous avez parlé tout à l'heure de 2030. En 2030, on vise 30% du marché des poids lourds, c'est-à-dire 200 000 poids lourds, bus, cars, bennes ordures, camions, etc. 1 million de véhicules légers ou utilitaires légers, surtout de l'utilitaire, parce que sur le véhicule léger, c'est le marché des particuliers. On sait très bien, on a le même problème que l'hydrogène. Ça, c'est un point commun également, c'est l'implantation de stations-service, qui coûte quand même assez cher. Ça doit être à peu près l'équivalent entre l'hydrogène et le gaz naturel. Donc il y a cette problématique des stations-service. Donc on vise 1 million de véhicules utilitaires légers et 2000 points d'avitaillement en France. D'accord. Essentiellement sur un marché de professionnels. Et avec des coûts de possession qui sont inférieurs au diesel. Juste un petit point, Yves, avant de vous refiler la parole. Il reste 5 minutes pour les internautes pour poser des questions qui seront donc posées à nos invités. Malheureusement, on a un gros problème technique avec Gilles Hamon qui a priori une connexion Internet qui est perturbée de son côté. Donc, on l'interrogera peut-être après dans les replays. On verra comment on peut faire. Donc, désolé pour ces problèmes techniques, mais vraiment, c'est indépendant de notre volonté. À vous, Gilles. Non, il n'y a pas de... Je me reconnais. Il n'y a pas de raison que je ne m'appelle pas Gilles aussi. C'est un très bon prénom, je confirme. J'en doute pas. Allez, on continue. Donc, juste un point sur la sécurité de l'hydrogène. Oui, tout à fait. Je reviens aussi, je suis désolé, sur un élément que vous avez dit tout à l'heure sur le coût des stations. Oui. Effectivement, les grosses stations peuvent coûter plusieurs millions d'euros, mais vous avez des électrolyseurs aujourd'hui alors qui ont une petite capacité, mais qui sont dans des tarifs beaucoup moins élevés. Vous pouvez avoir des mises en place d'électrolyseurs autour de 250 000, 300 000 euros, donc, voilà, qui produisent peu d'hydrogène, mais voilà, qui peuvent servir 2-3 Kangoo, imaginons, sur une zone géographique. C'était voilà. Oui, si je peux juste me permettre, la Sémitane, donc le réseau de bus de Nantes, a une station GNV pour ses bus, mais également une petite station qui produit de l'hydrogène pour ces quelques véhicules utilitaires. D'accord. Voilà. Et en partie, alors je reviens effectivement sur la partie sécuritaire. Effectivement, on est calé sur à peu près les mêmes normes que le gaz. Aujourd'hui, les véhicules effectivement sont extrêmement sécurisés. Comme je disais tout à l'heure, c'est le gaz hydrogène est assez nouveau dans la mobilité, mais c'est quelque chose qui a été utilisé depuis très longtemps dans l'industrie. Donc c'est un gaz qui est extrêmement maîtrisé en termes de sécurité. Voilà, si on peut mettre un lien, je vous invite. À l'époque, chez Symbio, on avait mis à disposition des pompiers de Kangoo hydrogène. Voilà, on a un très beau discours d'un des commandants des pompiers qui explique que l'hydrogène n'est pas plus dangereux qu'un véhicule thermique quelconque. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le danger sur les véhicules à gaz, si danger l'IA, c'est une augmentation subite de la température qui ferait dilater, je dirais, les bonbonnes de gaz. Pour pallier ce défaut, vous avez des électrobannes sous les véhicules. Dès que la température dépasse 110 degrés, en fait, le gaz s'échappe. Donc même s'il y a du feu, en fait, ça va faire une torchère, ça dure 30 secondes. Mais c'est comme la valve sur le GNV, sur le GPL. Mais après, l'avantage pour les pompiers, c'est que l'hydrogène est extrêmement volatile. Et en fait, il n'y a pas de résidus dans le réservoir, il éteigne.
Et pour eux, c'est presque un véhicule idéal, entre guillemets, en termes de. Alors même de si ça se sécurité. retrouve avec l'oxygène, il faut quand même un catalyseur pour Oui, pour il faudrait que ça soit. En l'occurrence, les véhicules qui sont produits par le groupe Renault, je connais bien parce qu'elles sont faites avec des piles Symbio, vous avez des capteurs partout. En fait, l'hydrogène devient inflammable à peu près de 4% de concentration dans l'air. On a des capteurs à moins de 1% en fait, qui bloquent tous les systèmes. Donc, de toute façon, et on n'a jamais eu de problème sur nos 300 véhicules qui roulent aujourd'hui. Alors c'est une question commune. On a parlé beaucoup des deux types d'énergie sur les voitures particulières, les camions, les utilitaires, etc. Donc on a les trains avec Alstom. Est-ce que vous travaillez aussi on parle aussi de passer toutes les péniches, tout ce qui est transport fluvial. On parle des bateaux qui sont, je crois, avec les avions, ce qu'il y a d'à peu près de plus pollueurs. Est-ce que c'est des choses qui évoluent, que ce soit pour le gaz ou pour l'hydrogène? Je sais que le fluvial est très intéressé par l'hydrogène. Oui, le fluvial et le maritime, effectivement, il y a des recherches qui sont entreprises sur les bateaux, effectivement, pour remplacer le fuel lourd, effectivement, qui est extrêmement polluant. Et puis on sait que le transport maritime est quand même un des gros polluants. Donc il y a beaucoup de recherches qui est fait dessus. C'est un peu spécifique parce que c'est des piles, effectivement, de très forte puissance. Et puis avec de l'hydrogène liquide, parce que là, il faut emmener, effectivement, beaucoup d'hydrogène. Et c'est la même chose dans l'aérien. Vous avez vu les annonces du gouvernement qui a mis un peu la pression aux constructeurs français pour avoir le premier avion zéro émission du monde, donc qui sera hydrogène, donc effectivement, avec une ambition forte qui est 2035. Donc de la même manière, effectivement, ce sont des systèmes un peu particuliers avec de l'hydrogène liquide, etc. Mais oui, bien sûr, on peut. L'hydrogène, l'avantage de l'hydrogène, c'est que le champ des possibles est presque infini avec cette énergie. Sur le gaz. Alors sur le gaz, sur les bateaux, il y a déjà des bateaux qui naviguent avec du GNL, puisqu'il y a une réglementation internationale qui impose maintenant de baisser les émissions de soufre. Et je rappelle que les bateaux utilisent des fuels lourds, donc ils sont extrêmement polluants. Et donc, il y a plusieurs technologies pour respecter cette nouvelle réglementation sur la faible émission de soufre dans les carburants. Et l'une d'entre elles, la plus rentable, c'est d'utiliser le GNL. Et aujourd'hui, les ports méthaniers s'équipent de barges pour pouvoir avitailler des navires. Les navires de croisière qui sont aujourd'hui en construction à Saint-Nazaire sont équipés avec des moteurs GNL. Donc ça y est, c'est déjà parti. Voilà. Et il y a une plateforme spécifique qui s'appelle la plateforme GNL qui travaille sur ce sujet-là. Nous, on ne s'occupe que des véhicules terrestres. Alors ce que je sais pour finir sur les bateaux, c'est qu'effectivement, non seulement ils vont changer d'énergie, mais en plus à Marseille, il y a une obligation par exemple, c'est quand ils sont, parce qu'un bateau ou une péniche, ça s'arrête jamais, il faut toujours que ça tourne pour l'air conditionné, le chauffage, la lumière, etc. Donc ça crache du fioul lourd en permanence. Donc quand ils sont à quai, c'est de tourner à l'électrique, pour éviter de polluer, de cracher du fioul lourd. Et là, on voit les deux technologies. En fait, soit on plug des grosses prises électriques sur les bateaux pour éviter qu'ils tournent. Voilà. Soit il y a des petits groupes électrogènes qui fonctionnent au GNL, qui permettent d'alimenter le bateau. Voilà. Mais les deux technologies existent. Très bien. Alors Yves, on va passer aux questions de nos téléspectateurs. Et je crois qu'il y a beaucoup de questions, donc Brice me fait signe. Jingle, et ça sera notre ami Brice Giraud de parler des questions. Oui, bonjour à tous. Alors, vous venez de parler de l'aérien avec un objectif hydrogène en 2035. Il y avait justement une question à ce sujet. Est-ce que Symbio sera justement amené à travailler sur des projets aéronautiques? Alors, aujourd'hui, non, effectivement. Comme je vous disais tout à l'heure, le champ des possibles pour l'hydrogène est quasiment infini. La problématique, c'est que nos ingénieurs et notre recherche et développement, elle, n'est pas infinie. Voilà. Donc, à un moment, il faut effectivement faire des choix. Et Symbio, aujourd'hui, travaille principalement sur la partie mobilité, donc constructeurs automobiles et demain, les constructeurs de véhicules lourds. Autre question, qui sont vos concurrents à ce jour sur la pile à combustible? Alors, vous avez différents intervenants. Vous avez les Canadiens de Ballard. Vous avez Nikola Motor, qui est un peu l'équivalent de Tesla, mais dans le milieu de l'hydrogène, qui s'est spécialisé dans le développement de camions. Et après, vous avez effectivement Toyota pour la partie japonaise, vous avez Hyundai pour la partie coréenne, et un grand nombre maintenant d'entreprises moins connues chinoises. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement chinois a préconisé auprès de ces entreprises l'abandon, entre guillemets, de la batterie électrique aujourd'hui, et a investi 17 milliards de dollars dans un plan hydrogène.
Donc voilà, il y a énormément de start-up et d'entreprises qui sont en train de se constituer en Chine là-dessus. Donc on a vraiment une concurrence internationale sur ce Et pas au niveau européen alors. Aujourd'hui, Canada, USA, Japon, Corée. Aujourd'hui, vous avez en Europe, vous avez Bosch, effectivement, qui est rentré dans un système là, mais j'allais dire en intervenant principal dans Symbio et à travers lui le groupe Michelin et Faurecia dans son leader là-dessus. Question très précise, que pensez-vous des solutions comme les silices d'hydrogène d'Easy Labs? Je suis malheureusement complètement incompétent techniquement pour répondre à cette question et je suis vraiment désolé. Y a-t-il des pays qui sont en avance sur l'utilisation de l'hydrogène? C'est une très bonne question. Oui, ça, vous avez effectivement des pays comme le Japon ou comme la Corée qui a une politique, je dirais, très volontariste là-dessus, puisque effectivement vous avez des stations là-bas qui sont complètement financées par l'État et vous avez des aides financières qui sont assez conséquentes, puisque de mémoire, quand vous achetez une Hyundai Nexo, donc c'est le SUV hydrogène de Hyundai là-bas, le véhicule vous revient moins cher qu'un véhicule thermique puisqu'il est abondé à plus de 50% par l'État. Donc de la même manière, le Japon est très avancé parce qu'ils ont évidemment un problème énergétique assez fort parce qu'ils ne produisent rien sur place. Et eux ont une vision de l'hydrogène très large au niveau sociétal puisqu'ils ne sont pas que dans la mobilité mais effectivement aussi dans l'équipement des maisons, la chaudière à la production d'électricité en local. Et en l'occurrence, les JO de Tokyo qui devaient avoir lieu étaient normalement 100% hydrogène. Ah oui. C'est des pays qui sont effectivement extrêmement avancés là-dessus. Voilà, donc on sent qu'il y a vraiment j'avais pas une découverte, mais un peu sur les possibilités de l'hydrogène. Et aujourd'hui, tous les pays sont vraiment partis vent debout là-dessus. Et l'Europe, effectivement, en priorité. Oui, à vous entendre citer tous ces pays-là, effectivement, c'est le sentiment que ça donne. C'est les pays vraiment avancés en termes d'économie industrielle, etc. Exactement. Rentrent là-dedans. Exactement. C'est très surprenant au niveau du Japon. Moi, je ne savais pas pour les Jeux Olympiques que c'était... Si, Alors, pardon, non, c'est moi qui vous ai coupé. Le Japon, c'est en fait lié à Fukushima. C'est-à-dire qu'après Fukushima, après l'accident nucléaire, ils ont décidé de mettre de se mettre à fond sur l'hydrogène. Sébastien, vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'était exactement ça. Et je dirais, l'avantage de l'hydrogène, c'est on revient sur des choses un peu basiques, mais c'est vous avez la matière première qui est l'eau, en l'occurrence, vous en avez à peu près partout. On ne la dégrade pas. En plus, ça qui est important, ce qui est important aussi de dire, c'est que quand vous faites de l'électrolyse, vous ne dégradez pas l'eau. Voilà, donc elle est restituée de la même manière au terme du cycle. Et ça permet de piloter les ENR. On en parlait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, la problématique qu'on a sur les énergies renouvelables globalement, ce qu'il leur a souvent reproché, c'est de dire on n'arrive pas à les piloter. C'est que vous la produisez à un moment donné, vous l'injectez dans le réseau, mais vous n'en avez pas forcément besoin. L'hydrogène permettra de stocker tout ce qui est éolien, le photovoltaïque, tout ce qui est marin. Je reviens juste une question pour les Jeux Olympiques. Là. On peut imaginer des organisations en France comme ça, des grandes compétitions mondiales. Je pense à la Coupe du Monde de rugby en 2023 ou JO 2024. Non, c'est peut-être. Alors sur les JO 2024, on travaille avec, mais globalement avec la région, puis de toute façon de manière générale avec les pouvoirs publics, effectivement pour développer ça. Et ça revient à ce que je vous ai tout à l'heure, comme effectivement les véhicules électriques à batterie seuls ne pourront pas couvrir l'ensemble des places d'usage, effectivement, naturellement l'hydrogène va venir s'insérer dans cet écosystème. Alors je voudrais apporter une précision. J'ai parlé tout à l'heure des Français qui n'avaient pas de véhicule. Je suis désolé, il y a un constructeur français de véhicules à hydrogène qui s'appelle Pragma et qui fait des vélos à l'hydrogène et qui est dans le Pays Basque. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et qui est dans le Pays Basque. Oui, très bien. Voilà. Gilles Durand, vous vouliez rajouter des petits points, je crois, au niveau de l'association, non, par rapport à ces questions, notamment au volet gaz? Non, enfin, ce que m'inspire le débat, c'est que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'hydrogène en ce moment. C'est devenu enfin l'Eldorado en fait de la mobilité. Et je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on a déjà des technologies éprouvées alors qui datent depuis longtemps. Donc c'est moins moderne, ça fait moins moderne. Non, mais c'est pour ça que vous êtes là. Mais c'est tout. Oui, mais je vous remercie. Et justement, l'hydrogène et le gaz naturel, c'est le choc des cultures en fin de compte quelque part sur la mobilité parce que c'est pas explosif. Non. Mais je vois bien que l'hydrogène a beaucoup de vertus et va prendre sa place progressivement. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que d'ici 2035, 2040, le jour où on aura peut-être des solutions économiquement viables au niveau des véhicules, des stations, etc., en hydrogène, il faut bien commencer à agir pour le climat. On a déjà du gaz naturel, on a déjà surtout du renouvelable qui vient dans les véhicules. On a des véhicules qui existent, qui ont des coûts très maîtrisés par rapport aux véhicules thermiques classiques. Et donc, il faut vraiment utiliser ces solutions-là. Ça se fait en parfaite intelligence avec les régions, puisque les régions développent de plus en plus de biométhane. Alors, ils vont développer de plus en plus d'hydrogène, mais c'est en cours.
Et nous, en 2030, on ne vise que 30% du parc des poids lourds. Donc, je veux dire, il restera 70% à traiter. Et si ça peut être fait par l'hydrogène, ce sera très bien. Et avec de l'hydrogène vertueux, notamment avec ce que j'expliquais tout à l'heure sur le stockage de l'énergie électrique. Créer des usines de production d'hydrogène uniquement pour la mobilité, ce serait idiot. Et c'est comme le gaz renouvelable, en fait. On aide des agriculteurs à compléter des revenus en produisant du biométhane. On les aide également à utiliser des engrais plus propres. On aide des collectivités à produire de l'énergie localement, à l'utiliser localement. Voilà, donc ce sont des boucles vertueuses qu'il faut développer, à la fois pour le gaz et pour l'hydrogène. Mais on voit bien chez les politiques aujourd'hui que l'hydrogène, ça fait briller les yeux quelque part. Enfin, c'est la solution vraiment la plus perfectionnée sur la mobilité. Voilà. Mais je ne voudrais pas qu'on oublie d'autres solutions qui sont un peu plus anciennes, mais qui ont fait leur preuve aujourd'hui. Oui, Brice, encore des questions, oui, pardon. Oui, on a encore une question. Quelle est la différence en termes de pollution et recyclage entre les batteries électriques et les piles à combustible hydrogène? Alors, les piles à combustible hydrogène n'utilisent pas de terres rares. La seule chose qui est le seul métal précieux qui est utilisé dans un système hydrogène, c'est le platine. Et le platine a ce gros avantage d'être recyclable à plus de 95%. Et aujourd'hui, on pourrait dire qu'effectivement le platine est rare sur Terre, mais il y a un endroit où il y a beaucoup de platine, ce sont les pots catalytiques des véhicules diesel. Donc on a un parc assez conséquent de véhicules diesel dans le monde, donc on a une réserve, je ne vais pas dire infinie, il ne faut pas exagérer, mais on a une très grande réserve sur cette notion de platine. Et après, la pile à hydrogène en elle-même, c'est quelque chose qu'on peut recycler facilement, et c'est surtout qu'il y a une durée de vie qui peut être extrêmement longue, puisqu'elle est au-delà des questions très techniques, mais elle est in fine assez simple à entretenir. Donc vous avez, il n'y a pas de notion de risque de recyclage ou d'hyperpollution ou de perte de terres rares sur la partie pile à hydrogène. C'est intéressant. Il faudrait absolument que, mais il faut absolument que vous reveniez sur le plateau d'un autre média qui est Supply Chain Village, où on a beaucoup de directeurs de transport, notamment les poids lourds, parce que vraiment c'est un débat intéressant. Allez, on fait une dernière question, Yves. Oui, une dernière question sur Michelin et la mobilité. Donc vous vous occupez d'un département mobilité, mais plus technique, énergie verte pour les véhicules. Il y a un autre département qui s'occupe de la mobilité chez Michelin qui s'appelle Movin On, qui organise un salon tous les ans au Canada et qui voulait faire quelque chose à Paris, mais je ne sais pas si ça va avoir lieu. Normalement, oui. J'espère, oui. D'ici la fin de l'année, on devrait en octobre-novembre. Exactement. D'accord. Exactement. Et comment vous travaillez avec eux alors Moving On, effectivement, c'est presque c'est même pas presque, c'est un think tank. Donc effectivement, ils réfléchissent, c'est leur métier, ils brassent. Au-delà du groupe même Michelin, c'est-à-dire qu'effectivement c'est des agitateurs d'idées dans le groupe, mais c'est aussi des gens qui vont travailler à l'extérieur du groupe pour essayer d'aller chercher les meilleures solutions, tout ce qui se fait dans le monde et toutes ces innovations autour de la mobilité. Et mon département est plus pratico-pratique. On réfléchit vraiment à des solutions. Aujourd'hui, tout le monde parle de transition énergétique. Mais moi, pour bien connaître, parce que c'est mon cursus, les chefs de parc, globalement, et les professionnels du transport, aujourd'hui, on voit bien les difficultés qui sont devant eux sur, cette transition. C'est pas simplement, je prends j'ai des voitures thermiques, et puis d'un seul coup, je mets des voitures électriques ou à gaz, et puis voilà, la chose est faite. On sait que c'est un vrai puzzle et que c'est un vrai casse-tête pour eux. Donc, au-delà des mots, on réfléchit à des solutions, de dire, comment est-ce qu'on peut rendre ça le plus simple possible pour eux. Et aujourd'hui, ma fonction chez Michelin, c'est de travailler sur ça. Vous faites du conseil? C'est au-delà du conseil. Alors comme aujourd'hui c'est quelque chose qui est en cours d'élaboration, je ne peux pas malheureusement vous en dire plus. Ah bon? Mais je reviendrai. Voilà. Mais il y a une vraie réflexion dans le groupe de se dire au-delà des on a beaucoup de compétences chez Michelin. Vous avez des gens comme Masternaut qui font de l'analyse de data. Vous avez des gens qui savent faire de l'entretien avec un master. On a de fortes compétences. On a Symbio pour l'hydrogène. Et c'est de réfléchir à se dire comment est-ce qu'on arrive à faire travailler intelligemment toutes ces entités qui existent dans le groupe pour proposer quelque chose de très simple auprès des chefs de parc, quelle que soit la taille du parc, que ce soit un artisan ou un très grand groupe, et de voir avec eux comment est-ce que, de façon la plus naturelle possible, et en accompagnant aussi leurs chauffeurs, parce que c'est aussi un élément important, on l'oublie parfois souvent, mais moi, pour l'avoir vécu, la transition du thermique à l'électrique, si elle est mal accompagnée auprès des chauffeurs, ça peut être extrêmement compliqué. Donc c'est en prenant en compte tous ces items, comment on fait quelque chose de très simple pour les décideurs. Donc il y aura un Michelin Fleet and Mobility Management
Non, je pense que ça ne prendrait pas ce système-là, mais voilà, c'est de réfléchir à des solutions en fait, pour les pros. Un souhait pour l'avenir, Gilles Durand. Eh bien, le souhait pour l'avenir, donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. En fait, on a une solution qui est très vertueuse, que ce soit au plan environnemental, que ce soit au plan territorial, avec la dynamique territoriale dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en fait, on voit aujourd'hui que pour le gouvernement, le véhicule au gaz, c'est une très bonne solution pour les poids lourds. Donc on est bien soutenu là-dessus, au même titre que les autres énergies alternatives que sont l'électricité et l'hydrogène. C'est très bien. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est vraiment le véhicule utilitaire léger. Puisque pour le gouvernement, en fait, quand on discute avec eux, ils disent les poids lourds, ce sera au gaz et puis le reste, ce sera l'électrique. Alors l'électrique plus l'hydrogène qui est aussi de l'électrique. Voilà. Alors que nous sommes convaincus qu'il y a une place pour le développement de cette énergie. Alors je parle en renouvelable, bien évidemment, notamment pour les artisans qui vont rentrer dans les centres-villes, qui ne pourront plus rentrer avec des véhicules diesel, qui n'auront peut-être pas tout de suite l'opportunité d'acheter des véhicules électriques ou hydrogène pour des raisons soit de compatibilité d'usage ou de prix. Tout à fait. Et donc il y a cette solution, pour moi, si j'avais un vœu à formuler, ce serait de voir se développer le marché du bio-GNV, donc du GNV renouvelable, sur le marché des utilitaires. Voilà. Sébastien, un souhait pour l'avenir? Alors je vais rejoindre Gilles là-dessus, c'est qu'effectivement aujourd'hui le gouvernement a mis en place une première enveloppe d'aide de 150 millions d'euros pour développer l'innovation globalement dans le milieu automobile. Je pense qu'il y a des besoins effectivement extrêmement forts avec la mise en place en l'occurrence des zones à faible émission pour accompagner les professionnels du transport. Il y a eu un AMI, un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé au mois de janvier. Alors, en l'occurrence, c'était autour de l'hydrogène, mais voilà, avec énormément de projets très concrets de déploiement de stations, de choses comme ça sur ces zones-là. J'espère que ces projets verront le jour. Moi, je reste persuadé, effectivement, qu'on en parlait tout à l'heure, qu'il n'y aura plus une énergie à l'avenir comme on a eu le diesel, enfin le pétrole qui était l'énergie roi dans le monde. On aura certainement des multisources d'énergie et puis des technologies différentes. Mais sur notre partie, voilà, c'est qu'aujourd'hui, on ne prenne pas de retard sur cette partie hydrogène. Voilà, pour nous, on reste persuadé que c'est un des maillons essentiels du développement de la mobilité de demain. Eh bien, merci Yves, merci Sébastien, merci Gilles, merci au groupe Michelin. Bien évidemment, je voudrais aussi remercier l'ensemble du comité de pilotage de l'Agora des responsables flotte automobile qui nous aident et qui nous ont aidés à transformer le gala des responsables flotte automobile en ces journées, première journée européenne et digitale de la mobilité. Donc je voudrais citer Laurent Jolivet, Jean-Luc Sellotto, Patrick Amourani, Yannick Le Goff, Arnaud Delpuech, Nathalie Baudin, et puis aussi nos partenaires médias que sont le guide Facilities, l'excellent salon Autonomie, et puis notre média aussi, Agora News Mobility, qui est dont le directeur de la rédaction, je le rappelle, et Yves Guita, qui est à ma gauche. Voilà, à 14h, on sera en plein dans l'Europe, puisque nous aurons l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, représentés par Victor Noguet, qui est le responsable de la Fédération des Fleet et Mobility Managers en Espagne, Robert Satiri, qui est le directeur des services généraux de Colasem et surtout conseiller de l'AIAGA, avec qui l'Agora Flotte Automobile a un partenariat, et Axel Schaeffer, qui est lui basé en Allemagne, et qui est le porte-parole de Fleet and Mobility Management Fédération Europe, FMFE, avec lequel nous avons aussi un partenariat. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les équipes techniques, les réalisateurs, monteurs, ingénieurs du son et le back-office pour nous aider pendant ces 2 jours, totalement être concentrés sur nos émissions et nos lives. Voilà, merci encore une fois, merci à vous. À tout le monde. Merci.